bonjour à tous. On est très content avec Olivier Deguerre, fondateur de Fitrust, de vous accueillir pour cette masterclass qu'on organise en partenariat avec le mouvement Impact France chaque année depuis le début, depuis 2019. Et on est toujours très content d'avoir beaucoup de monde, tant du côté des financeurs, investisseurs que du côté des entrepreneurs, qui viennent pour échanger, pour sentir un petit peu le marché. Et c'est juste l'objectif de cette masterclass, c'est de provoquer un échange entre ceux qui innovent dans les territoires, qui favorisent le développement de projets qui ont de l'impact et qui ont du sens, et puis les financeurs, les investisseurs à impact. Ils seront très nombreux aujourd'hui à pouvoir répondre à vos questions. L'idée, c'est pas évidemment, en tout cas je parle pour les porteurs de projets, que vous fassiez chacun un pitch individuel sur vos projets, ça c'est évidemment important, on en parlera plus tard, mais c'est aussi que vous challengiez les financeurs pour qu'ils répondent à vos questions et sur la manière dont ils financent l'impact et investissent dans l'impact aujourd'hui. Alors, peut-être rapidement, en introduction, le déroulé de cette masterclass. Je vais rapidement faire un petit état des lieux, puis je vais surtout vous présenter la cartographie que nous éditons maintenant pour la deuxième année consécutive avec Mouvement Impact France des financeurs à impact, voilà, qui sera disponible, j'imagine, en ligne si vous souhaitez l'avoir pour vous. Après, je passerai la parole à Olivier Deguerre de Fitrust, voilà, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute ici, qui est un des pionniers de l'impact en France. Et puis après, on sautera direct dans l'échange des tables rondes, donc occasion d'aborder vraiment les sujets opérationnels liés à vos levées de fonds, vous, en tant qu'entrepreneur. Voilà, et puis je vous rappelle qu'à 19 h, dans le jardin, il y a un temps d'échange informel et rendez-vous donc à la soirée des universités d'été de l'économie de demain pour pouvoir continuer vos échanges. Voilà, ça on va passer rapidement, on fera les présentations plus tard. Alors, moi j'enchaîne tout de suite sur la cartographie. Alors, je prends les précautions d'usage parce que je connais trop le sujet. C'est une cartographie qu'on essaye de bâtir année après année et qui essaye de repérer, en fait, l'ensemble des financeurs à impact selon, effectivement, le stade de développement des entreprises. Alors, par avance, je m'excuse auprès de celles et de ceux qui ne verraient pas leur entreprise dans cette cartographie. Il faut qu'ils se signalent à nous pour qu'on puisse les intégrer l'année suivante et qu'ils puissent du coup enrichir cette cartographie. Alors, Olivier, je vais te donner la parole tout de suite finalement, parce que en fait, chez FAIR, donc vous savez, on est un collectif de financeurs, on gère un des 3 labels financiers français, et on est très en contact tous les jours avec des investisseurs et des financeurs. Et alors, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en croise, ils me disent « Mais Patrick, on ne comprend pas, on ne trouve pas de projet. » Est-ce que, Olivier, tu aurais une réponse à cette question ? On a souvent la question depuis maintenant 2006, et je réponds toujours invariablement la même question, la même réponse. Si vous cherchez un projet impact social qui donne un rendement de 8, 10, 15% et sur lequel il n'y a pas de risque, il n'y en a pas. Si vous acceptez d'aller dans un projet impact social qui donne un rendement faible dans 5, 10, 15, 20 ans, mais certainement pas 3 ans, et avec peu de liquidité, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en France et dans le monde entier. Donc le problème n'est absolument pas le nombre de projets, d'ailleurs il y a plein d'entrepreneurs dans la salle ici, le projet est l'attente qu'ont les investisseurs du rendement et de liquidité sur les projets. Merci, et en fait ça va dans le sens, effectivement, je constate tous les jours sur les territoires, c'est que je rencontre énormément de porteurs de projets, d'entrepreneurs à n'importe quel stade, voilà, qui ont envie de se développer, qui ont envie de tester leurs projets, qui ont envie de faire de la preuve de concept, qui ont envie de faire du changement d'échelle. Et je suis sûr que pour cela, il y aura une offre de financeurs. Vous voyez que l'offre est également très riche. Alors, on a fait de manière très arbitraire un classement entre les différentes étapes de développement des entreprises. Ça va de l'amorçage à l'internationalisation et l'essaimage. Donc, en fait, on a organisé les tables rondes dans lesquelles vous êtes aujourd'hui en s'appuyant sur cette cartographie. Vous avez sur les ordonnées les tickets de financement. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les bouts. Hein. Ça va de moins de 50 000 €
à plus de 3 millions d'euros. Voilà. Et puis, on a essayé de faire une répartition entre ce qu'on appelle l'investissement dilutif, en gros, hein, l'investissement en capital et la dette, et puis tout ce qui est crowdfunding. Voilà. Alors, peut-être que, puisque l'offre s'enrichit chaque année, on travaillera sur une présentation peut-être un peu différente, un peu plus lisible les années qui viennent. Mais voilà un peu cette cartographie des financeurs à impact qu'on vous présente aujourd'hui. Je ne sais pas qui est à la manœuvre sur le PowerPoint, mais si on peut changer la slide, ce serait super. Voilà. Alors, j'en profite aussi pour faire un peu de pub. FAIR vient de sortir avec ses adhérents, là, cette fois. On vous a mis à disposition dans la salle un petit guide « Financer vos projets à impact social », voilà, qui reprend en fait une partie des financeurs, ils n'y sont pas tous, il y a les adhérents de FAIR uniquement, et dans lesquels vous allez pouvoir retrouver plus en détail les financeurs et les investisseurs qui peuvent financer vos projets. Vous avez les contacts aussi, de façon à ce que ce soit plus facile pour vous de repérer les bons interlocuteurs. Et donc, si vous voulez le télécharger, il suffit de scanner le petit QR code. Voilà, et j'en profite également pour dire que nous organisons avec beaucoup de financeurs à impact le 20 septembre, une convention d'affaires pour là aussi mettre en relation les porteurs de projets et les financeurs à impact. Voilà, vous avez toutes les informations et vous pouvez vous inscrire en scannant également le QR code. Il y a un petit formulaire à remplir, ça vous prend juste 6 minutes. Voilà. Je vais tout de suite donner la parole à Olivier parce que place à la pratique, j'aime être quelqu'un de concret. Et Olivier, qui a une longue expérience de l'investissement à impact, va sans doute un petit peu nous témoigner sa vision du marché, la manière dont il évolue, et puis surtout son témoignage d'investisseur et de financeur, et ce qu'il a pu remarquer les dernières années en matière d'évolution de marché. Je te laisse la parole, Olivier. Merci. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le tableau que vous avez eu là du nombre d'investisseurs potentiels à impact est une excellente nouvelle, parce que ça grossit chaque année, et nous sommes le pays en Europe qui a le plus gros nombre de financeurs à impact, hein, et de loin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chance folle pour les entrepreneurs sociaux. Les investisseurs vont peut-être moins aimer la phrase que je vais dire tout de suite, c'est que ça veut dire que maintenant ils ont le choix. Il y a quelques années, c'était compliqué d'avoir le choix. Maintenant, il y a tellement de financeurs possibles que vous avez le choix. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la bonne nouvelle qu'il y a aussi, c'est que tous les investisseurs aujourd'hui cherchent des financements à impact social. Tout le monde, les institutionnels, les banques, les investisseurs privés. Il y a un changement radical de paradigme dans les 3, 4, 5 dernières années, et surtout que c'est accéléré depuis 2 ans avec la crise Covid, où tous les investisseurs qui étaient tous polarisés sur la question climatique et environnementale se sont bien rendus compte que la crise Covid montrait bien qu'il y avait des risques sociaux majeurs, notamment en Europe et en France, mais pas seulement, et que si on ne les essayait pas d'y répondre, on engendrait mécaniquement une crise majeure dans tous nos systèmes démocratiques. Et c'est la raison que vous avez, l'Europe a enfin signé, juste avant l'été, avec le Fonds européen d'investissement, ce qui s'appelle InvestEU, qui est une enveloppe massive de financement pour les PME en Europe, et notamment pour les entreprises sociales. Donc ce que je veux juste dire, c'est qu'on est dans un environnement totalement nouveau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à disposition des entreprises sociales. Les entrepreneurs sociaux ont un énorme rôle à jouer parce que vous êtes une réponse qu'attendent ces investisseurs, que vous soyez une start-up, une société en accélération, et c'est très clair qu'il y a une forte attente de trouver des projets. Alors la question qui va se poser, c'est effectivement comment je fais pour trouver les investisseurs. C'est une des raisons de la convention d'affaires de la réunion d'aujourd'hui. Mais quelques points importants que je voulais préciser, qui sont des choses importantes. Quel que soit aujourd'hui le type de projet que vous soyez, start-up, accélération, mature ou autre, vous ne pouvez pas envisager un développement, une accélération, sans travailler avec d'autres partenaires, que sont à la fois les associations et à la fois les entreprises et les grandes entreprises. Considérez que vous allez développer un projet social en France ou en Europe ou ailleurs, en étant renfermé sur vous-même et totalement, je dirais, je reste que je suis, et je ne veux pas pactiser, notamment avec les grandes entreprises, est une erreur fondamentale. Vous avez énormément de projets sociaux aujourd'hui qui accélèrent de manière très très forte,
en travaillant avec des grandes entreprises. Je vais donner 2 exemples. On accompagne depuis 2006 une entreprise d'insertion qui s'appelle Lavarap. On l'a connue, c'était une association qui faisait 2,5 millions de revenus pour accompagner les gens en insertion. C'est une entreprise qui aujourd'hui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est dans toute la France. L'un de leurs plus gros partenaires s'appelle Vinci. Et ils apprennent à Vinci à gérer des personnels en insertion. On est rentré récemment dans une entreprise qui s'appelle Cajou, qui a été montée par Bibliothèques sans frontières, qui sont des cartes SD dans des téléphones portables pour avoir du contenu numérique, notamment en Afrique où il n'y a pas d'Internet partout et vous pouvez avoir du accès à du contenu. Ils ont des partenariats en cours avec des très grosses entreprises, notamment une entreprise pour équiper tous les bus dans une grande capitale en Afrique. Et c'est un partenariat avec une entreprise qui n'a absolument aucune logique sociale, mais qui s'est rendu compte que si elle ne mettait pas en œuvre une réponse à des enjeux sociaux locaux, ils avaient un problème. Donc aujourd'hui, c'est une évidence que toute entreprise sociale, si elle veut se développer et d'accélérer, doit réfléchir avec des partenariats, que ce soit avec le monde associatif ou avec le monde d'entreprise. Et il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont prêtes à le faire et à travailler ensemble. Donc je pense que c'est une chose fondamentale. Alors après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'investisseurs. La problématique, c'est quels investisseurs choisir et comment les choisir. Alors notre expérience sur les entreprises, on a financé plus de 55 entreprises sociales depuis 2006, en France, en Europe, un peu en Afrique, Asie du Sud-Est. Notre expérience est quasiment systématique la même. Pour financer une entreprise sociale, il faut avoir un projet avec un impact social fort. Il faut avoir une équipe, et puis il faut avoir un business plan qui soit entre guillemets raisonnable. Ensuite, il faut avoir des investisseurs qui ont une vision qui soit la même que celle de l'entrepreneur. Donc si vous allez chercher des investisseurs, il faut impérativement que vous arriviez à trouver des investisseurs qui vont comprendre votre projet, vont le valider et vont avoir la même logique que vous. Et si vous mettez plusieurs investisseurs ensemble, assurez-vous que ces investisseurs aient la même logique. Il n'y a rien de pire que d'avoir des investisseurs autour d'une table qui pensent différemment et l'entrepreneur ne sait plus comment faire. Donc la première chose, c'est d'aller trouver des investisseurs qui ont la même vision que vous et qui comprennent votre vision. Et la deuxième, c'est d'avoir plusieurs investisseurs, parce qu'un seul, c'est jamais assez, il en faut toujours 2 ou 3 si jamais il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes dans une entreprise qu'on développe, et de trouver des investisseurs qui, collectivement, auront la même vision. Je ne peux pas en parler, mais on a régulièrement des expériences de problématiques sur des entreprises de nos portefeuilles avec d'autres investisseurs. Quand nous n'avons pas la même vision, ça se termine toujours de la même façon. Un jour, ça s'arrête. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Ensuite, il y a qu'est-ce que veut l'investisseur? Quelle est sa logique? Il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est la durée d'investissement. La durée moyenne de détention dans les participations que nous avons depuis 2006 est de 11 ans. 11 ans. Ce n'est pas 3 ou 5 ans. On ne construit pas un business plan d'une entreprise sociale économiquement viable, rentable, qui se développe avec du potentiel et qui a un très fort impact social, emploi d'handicapés, de personnes d'insertion, etc., en 3-4 ans. Ou alors c'est vraiment qu'on a beaucoup de chance. 95% des projets, ils mettent 6, 7, 8, voire plus pour le faire. Et donc je pense que la durée est un problème fondamental. Alors beaucoup d'investisseurs ont des liquidités plus courtes. Donc il faut, certains investisseurs dans la salle ne seront pas d'accord avec moi, mais il faut refuser les clauses de sortie obligatoires. Clause de sortie obligatoire, au bout de 5 ans, avec une cession de l'entreprise, si on n'arrive pas à sortir, revient à dénier totalement le fait d'être dans un investissement à impact social. Alors d'où viennent les clauses de sortie obligatoires? C'est que quand vous arrivez avec un business plan, avec une valorisation qui est totalement démente, et qui n'a aucun sens avec la réalité économique de l'entreprise, les investisseurs, s'ils mettent de l'argent, ils veulent sortir. Donc ils veulent s'assurer de pouvoir sortir. La bonne façon, c'est de réfléchir avec l'investisseur. Si vous voulez sortir, on va trouver une solution, on va essayer de trouver des solutions de sortie, et on va essayer de les travailler, on va se mettre des clauses de rendez-vous, et puis surtout de ne pas avoir des valorisations tellement élevées que l'investisseur va à ce moment-là vous imposer une logique de développement, comme vous avez dans toutes les startups de tech, qui fait que vous êtes en mode Ferrari à 200 à l'heure, mais je rappelle ce que personne ne dit, c'est que quand vous avez un fonds tech, il investit dans 30 boîtes, il n'y en a que 3 ou 4 qui réussissent. Il en plante 25. Mais quand on est dans le social avec des handicapés ou de l'insertion, on ne peut pas planter la boîte. C'est pas possible.
parce qu'à un moment donné, vous êtes complètement en défaut avec vous-même. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet qui est que les investisseurs doivent comprendre les enjeux et les attentes des entrepreneurs, et les entrepreneurs doivent comprendre les enjeux des investisseurs. Dernier point fondamental, c'est être à l'écoute. L'un des critères fondamentaux d'investissement chez nous, c'est ce que l'entrepreneur ou l'équipe est à l'écoute. Quand on voit un business plan, on discute plein de sujets. Puis la vraie question, c'est de savoir est-ce que l'entrepreneur, est-ce qu'il écoute? Quand on voit qu'il n'écoute pas, on n'y va jamais. Les rares fois où on y est allé, malheureusement, la boîte s'est plantée. Donc on a compris qu'il fallait que l'entrepreneur, quand il fait venir des investisseurs, c'est qu'il accepte de discuter, d'échanger avec ses investisseurs. Il y en a certains dans la salle qui sont dans nos participations et avec lesquels on a des échanges réguliers. On peut ne pas être d'accord, mais l'écoute est importante pour pouvoir faire progresser un projet. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, si vous avez un bon projet avec une équipe qui tient la route, un business plan raisonnable, ce qui va permettre de trouver des investisseurs qui vont venir et qui vont vous accompagner. La chance qu'ont tous les investisseurs aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de financeurs et on va probablement arriver dans quelques années à ce qui existe aujourd'hui dans le monde classique du venture capital, c'est-à-dire que quand un projet lève de l'argent, il fait venir 4-5 investisseurs et puis ces investisseurs qui, entre guillemets, vont se vendre et on prend le meilleur. Nous, ça nous est arrivé une fois en disant, mais ça va venir. Donc vous avez cette chance-là. Donc la vraie logique, c'est d'avoir un projet qui tient la route, rechercher des financements avec des gens avec lesquels on peut s'entendre, et avoir une vision à moyen et long terme de qu'est-ce que je veux faire et de qu'est-ce que je veux faire de mon projet dans 3, 5, 10 ans. Voilà. Le dernier point pour finir, parce qu'on m'a dit qu'il fallait être court, une question que je pose toujours à tout le monde, est-ce que vous savez quand est-ce que Bill Gates a quitté la direction opérationnelle de Microsoft, sachant qu'il a créé Microsoft dans un garage en 1984? Est-ce que vous avez une idée? Comme vous êtes nombreux, je vais répondre. 1989. Bill Gates, CTO. Plus jamais opérationnel. M. Ballmer, qui est aussi riche que Steve Jobs, dont personne ne parle, était CEO et c'est lui qui a développé Microsoft. On n'est pas forcément l'entrepreneur qui a créé la boîte, qui l'accélère et qui la développe. À certains moments, il faut comprendre qu'il faut faire venir d'autres gens pour accélérer la boîte. Et c'est très 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 difficile en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Et ça, c'est un sujet qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'on n'est pas forcément la bonne personne pour développer son entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va, ça veut dire qu'il faut savoir faire appel à des compétences autour de soi, et que plus on a des bonnes compétences autour, plus l'entreprise se développera bien. Donc voilà, donc, en quelques mots, ce que je voulais dire. Et puis je vous souhaite bon échange, bon débat, et puis s'il y a des questions, je suis là pour y répondre, bien évidemment. Merci Olivier. Alors, moi je me permets, j'ai le micro, juste une question. Comment vous accompagnez du coup les entrepreneurs justement à passer les phases, puisque vous restez longtemps, à passer ces phases successives? Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites concrètement? Nous, on a une chance folle, c'est que il se trouve que quand j'ai créé FitTrust Partenaires, société d'investissement social et solidaire, en 2006, après avoir rencontré des entrepreneurs sociaux qui cherchaient des investissements en capital et qui ne trouvaient personne pour les financer, j'ai monté la structure juridique avec un ami avocat, et qui m'a dit, Olivier, qui sont les investisseurs que tu fais venir? Je dis, je fais venir des amis à qui je fais mettre de l'argent, etc. Il me dit, ils ont confiance au projet? Je dis oui. Je dis, attends, c'est des amis, est-ce que tu veux qu'ils restent tes amis? Je dis oui. Alors mets-les au comité d'investissement qui va décider, parce que vous déciderez ensemble, ils resteront toujours tes amis parce que tu vas te planter. Ça, c'était l'avocat. Et résultat, nous avons un comité d'investissement avec 14 investisseurs qui sont des entrepreneurs de petites, moyennes sociétés françaises, mondiales, qui ont mis de leur argent, ils font partie de nos investisseurs, ils sont au comité d'investissement, et nous en avons une vingtaine qui accompagnent des projets, et qui sont donc dans la gouvernance des projets, parce qu'on est toujours dans les conseils d'administration, ou conseils de surveillance, ou structures de gouvernance, et ils accompagnent les projets pour les aider, et leur apporter leur expérience d'entreprise classique. Et on s'assure que dans les conseils d'administration des banques, des entreprises, il y a un certain nombre de gens autour pour accompagner. Et on pense que c'est fondamental, que l'accompagnement est fondamental, et que finalement, si aujourd'hui on a un portefeuille qui est plutôt
successful parce qu'on a relativement très peu entre guillemets, de sociétés qui ont malheureusement arrêté, c'est grâce à ces entrepreneurs qui ont accompagné les entreprises. Et donc c'est un accompagnement stratégique, opérationnel, de gouvernance. Voilà. Merci beaucoup. On va rapidement passer aux échanges.